Ravi de vous retrouver, chers téléspectateurs. Bienvenue dans cette nouvelle édition dans votre émission hebdomadaire Bibliothèque à votre fenêtre sur le monde culturel, votre fenêtre sur les dernières productions intellectuelles et culturelles qui sont apparues sur la scène égyptienne pendant les dernières années, les derniers mois ou même pendant les derniers jours. En tout cas, aujourd'hui, nous avons un rendez-vous très important. Il s'agit de cette œuvre intitulée « Un guide en ce qui concerne la restauration de monuments constitués de bois ». Donc, pour vous donner plus d'informations en ce qui concerne cette œuvre préparée par Dr Medhat Abdallah Abdelhamid, je dois vous inviter à regarder ensemble un reportage qui va jeter la lumière sur plus d'informations en ce qui concerne cette œuvre ou les appels de ce docteur en ce qui concerne la formation d'une école égyptienne spécialisée dans la restauration de monuments constitués des bois. En tout cas, actuellement, je dois donner le point à Shahinaz Ismail. Archéologie. L'archéologie est une discipline scientifique dont l'objectif est d'étudier l'homme depuis la préhistoire jusqu'à l'époque contemporaine grâce à l'ensemble des vestiges matériels ayant subsisté et qu'il est parfois nécessaire de mettre à jour: outils, ossements, poteries, armes, pièces de monnaie, bijoux, vêtements, empreintes, traces, peintures, bâtiments, infrastructures. Il y a des œuvres archéologiques fixes, telles que les bâtiments, les cimetières, les temples, les églises et les mosquées. D'autres mobiles, comme les meubles funéraires, les statues, les papyrus. Ces œuvres peuvent être transférées des sites de découverte vers les salles d'exposition dans les musées. Il s'inscrit aussi dans cette catégorie les œuvres archéologiques qui font partie des bâtiments archéologiques comme les pierres tombales, les statues, les peintures sur bois. Les archéologues sont obligés de les déplacer dans les musées ou les entrepôts afin de les préserver et les protéger de la destruction, du vol ou n'importe quelle forme d'attaque. L'entretien des œuvres archéologiques, c'est la préservation de l'authenticité des valeurs civilisées et historiques des acquisitions patrimoniales culturelles. Le processus de restauration comprend l'examen, la documentation, la recherche, le traitement et l'entretien préventif, les mesures d'entretien préliminaire, la formation et l'éducation. L'authenticité, c'est la préservation des valeurs de la civilisation et de l'histoire dans le patrimoine culturel, c'est-à-dire la préservation de son authenticité. Pour réaliser cette équation, il faut comprendre les dimensions de l'authenticité et ses aspects. L'authenticité dans n'importe quelle source culturelle repose sur plusieurs piliers importants. L'authenticité de la matière, de l'industrie, du design et de l'environnement qui entoure le patrimoine culturel. Donc, vers une école
égyptienne dans le domaine de la restauration de monuments basés ou constitués sur les bois. Et c'est un appel très important. C'est un appel lancé bien sûr par Dr Medhat Abdallah Al-Hamid qui a rédigé cette œuvre intitulée Le guide dans la restauration des monuments basés sur les bois. Les principes, les essences de cette science, bien sûr, contenu dans cette œuvre. En tout cas, nous devons tout de suite saluer Dr Medhat. Vous êtes le bienvenu, Dr Medhat Abdallah Abdelhamid, au studio de Nile TV International. Les choses les plus éminentes ou les plus claires dans ce livre, c'est faire à fonder une école égyptienne dans le domaine de la restauration et de la conservation des antiquités égyptiennes. Les antiquités égyptiennes ont une particularité spéciale. Ce sont les antiques les plus anciens sur le globe terrestre. Les pays réunissent en 1964 et les institutions scientifiques qui travaillent dans le domaine de la restauration et de la conservation des antiquités. Ils se réunissent ensemble en Venise et ils ont fait le pacte des antiquités en Venise. Ce sont des limites, des critères et des règles dans le domaine de la restauration et de la conservation des antiquités et pas seulement les antiquités en bois d'une façon générale. Oui, pas les antiques en bois d'une façon particulière, mais ils sont toutes les institutions de la restauration et les instituts et les pays commencent à prendre ces critères généraux, tout en formant une école spéciale, des critères et des règles dans le cadre général et qui respectent le cadre général. Mais il y avait une certaine particularité dans l'application. Ici, dans ce livre, on essaye à mettre un début ou peut-on dire une base ou une infrastructure pour l'école égyptienne dans le domaine de la restauration et de la conservation des antiquités. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire pour le pacte de Venise. Pourquoi jusqu'à maintenant nous n'avons pas cette école égyptienne? Et quelle est la conception et quelles sont les singularités de cette école selon votre point de vue? Qu'est-ce qui privilège les autres écoles? Qu'est-ce qu'il manque à l'école égyptienne? Et est-ce que cela, le financement, la science, et également en ce qui concerne la réparation et la restauration et la conservation des antiquités, notamment les antiques en bois. Est-ce que c'est l'élément humain, financier ou l'élément administratif qui règne ce fait? Quand nous étions des étudiants à l'université, nous étudions les singularités de l'école égyptienne et une grande quantité de messages et traite dans des lignes ce qui concerne les rites de l'école égyptienne, mais le rassemblement de toutes ces singularités dans un seul livre. On peut suivre des pas limités dans les opérations de la réparation et de la restauration et la conservation. C'est cela qui me préoccupe durant toute cette période. L'antique, en tant que, par exemple, je suis un spécialiste dans le domaine de la conservation des antiquités, on peut dire qu'il y a une école égyptienne à réparer et à conserver les antiquités qui sont fabriquées par plusieurs matières, des métaux, des rochers ou des pierres, des glaces, des matières organiques et non organiques. En tant que je suis un spécialiste dans le domaine des bois, j'aime également jeter la lumière sur le parc concernant les bois. Il y avait des règles et des critères qui nous règnent pour la réparation, pour la restauration et la conservation des antiquités en bois, tout en débutant à choisir les matières de la réparation et de la conservation, les moyens de les appliquer, comment peut-on les numérer et comment peut-on les garder dans les salles des expositions. Il y avait une question qui se propose pour toujours autour de la manière avec laquelle on peut garder et conserver et gérer les antiquités et les représenter d'une forme convenable et garder les biens
doit garder bien son état, premièrement, on doit améliorer son état après avoir passé plusieurs années. Dans ce livre, il y avait un index spécial pour les antiquités en bois. Vous avez cité qu'il y avait des principes et des bases. Quels sont les principes les plus éminents et les plus nécessaires? Les principes essentiels et principaux qu'on doit jeter la lumière sur lesquels la conservation. Qu'est-ce que ça veut dire la conservation? C'est-à-dire garder toutes les informations qui se trouvent dans l'antique, que nous sommes à l'égard de sauvegarder ou nous sommes à l'égard de son restauration. L'origine de l'antique, l'origine, c'est-à-dire garder bien la matière de l'antiquité après avoir passé des années et des années et l'environnement qui l'entoure. Vous êtes un réparateur ou votre rôle, c'est de garder la conservation de l'Antiquité parce que cet antique porte beaucoup des informations historiques d'une façon qui permet aux visiteurs de regarder l'Antique et obtenir toutes les informations nécessaires qui se trouvent au-dedans de l'Antique, sans éclaircir le rôle du restaurateur. Et le restaurateur est un soldat inconnu qui éclaire le rôle de l'Antique. Laissez-moi vous demander une question très importante. C'est le sujet de la restauration des antiquités. C'est un sujet qui préoccupe plusieurs en Égypte. Et au monde occidental, c'est la restauration du Toutankhamon et le cercueil et ce qui se passe pour plusieurs années. Est-ce qu'il y avait une grande différence entre la théorie et l'application? La restauration spéciale pour l'école égyptienne, est-ce qu'il y avait une différence entre les moyens égyptiens et les moyens occidentaux étrangers dans le domaine de la restauration et de la conservation des antiquités? Il n'y avait pas une grande différence entre les moyens égyptiens et les moyens occidentaux étrangers dans le domaine de la restauration et de la conservation des antiquités. Vous avez suscité le sujet du masque du pharaon du Toutankhamon, c'est de transférer le parcours qui n'est pas organique. Et je croyais que les masses médias égyptiennes et étrangères également, oui, et les masses médias étrangères aussi, mais je croyais que les masses médias chez nous ont traité le sujet d'une façon satirique un peu. Je diffère un peu avec eux. Je savais qu'est-ce qui se passe. Il y avait des fautes qui se font dans le domaine de l'application. Malgré toutes les matières qui sont utilisées, ils s'utilisent dans le domaine de la restauration et de la conservation. Mais pas seulement la matière qui s'utilise, mais encore les moyens, le style de l'application qui se diffère. Toutankhamon n'a pas besoin d'utiliser une matière pour le lien, parce que dans le façon ou dans le moyen de l'adorer et l'adorateur ou l'amant et l'adoré. C'est un lien, par exemple, entre l'amant et l'adoré. Qu'est-ce que ça veut dire, l'amant et l'adoré? C'est-à-dire la langue impliquant dans le domaine du bois, un certain lien entre les deux parties. On n'a pas besoin d'une matière de colle, mais je veux vous dire, dans le domaine de la restauration des antiquités en bois, il y avait des bases et des règles. On doit s'engager et en suivre tout en débutant par les manières à travers lesquelles on les suivit et les matières utilisées ou employées. On s'intervient d'une façon le minimum afin de ne pas falsifier les phénomènes ou le spectacle ou le paysage de l'antique. Les valeurs de la beauté historique pour ne pas falsifier les valeurs de la beauté et les valeurs historiques pour l'antique, on doit les garder bien sains et saufs. Dans cet index, la façon est comment ou le choix des matières sont comment? Quels sont les principes et les critères exactement ici dans ce livre? On disait ces paroles, oui, mais je veux cela d'une façon simple parce que c'est un livre, est un index pour les restaurateurs. Ce que je veux ou j'espère, c'est la simplicité. On parle en ce qui concerne les critères
matière utilisée dans la restauration et la conservation. Il ne doit pas avoir un point négatif pour l'antique ou un side effect négatif pour l'antique. La couleur de l'antique, les antiques en bois, ce sont des clous. On ne doit pas faire les pores obstrués pour d'autres matières dans la restauration. Dans l'avenir, s'il a besoin de cela pour les matières mêmes. Les matières et les techniques employées dans l'application de ces matières utilisées, soit l'utilisation pour le brosse ordinaire ou l'injection ou ce qui le ressemble. Tous ces moyens, cela ne doit pas avoir une influence négative vers l'antique. Et la matière utilisée dans la restauration doit être récupérable, c'est-à-dire je peux l'effacer quand je veux, pour ne pas avoir des changements dans le futur qui défendent son élévation. Nous accueillons au centre de la restauration et de la conservation des antiques en bois de la grande musée égyptienne. Des groupes de bâtons pour le roi du Toutankhamun. Il était magnifique, surprenant. Quant à la technique du design et le style de la décoration utilisée par l'ancien Égyptien, elle est fabriquée en bois. Il utilise les matières proposées pour être dans la même forme de la décoration de l'antique. Et cela, entre parenthèses, je veux vous dire que le spécialiste restaurateur doit avoir une compréhension et une prise de conscience complète pour la normalité et la fabrication de la composition de l'antique avant la restauration et la conservation et l'installation, la structure de l'antique. Cet état dans le bâton du Toutankhamun. Il avait utilisé les matières diverses dans la restauration et de la conservation. Les techniques de l'industrie, elle est formée par le bois et il avait utilisé les tiges des arbres. C'est une couche très fine qui se trouve autour de la tige de l'arbre. Ce sont des molécules, moins du millimètre. Il commence à les couper et après il commence à couler ces petites parties comme une décoration à travers des styles et des modèles sur la pièce du bois. Et il commence à rédiger le nom du roi. Et quand il commence à rédiger le nom du roi, il le rédige dans la partie supérieure du bâton et il décore au-dedans de ce qui est nommé cartouche le nom du roi par une matière décorée et il fait dans la partie inférieure du bâton et il commence avec une certaine matière à former certaines formes, des diverses formes. Vous avez le marqueteur, c'est le système de la décoration des bois. Et actuellement, on parle en ce qui concerne le Moyen-Âge. Il utilise le marqueteur au XVIe siècle. L'ancien Égyptien avait utilisé cette technique depuis des milliers et des milliers d'années dans la décoration de ses pièces. S'il y avait aucun phénomène du dommage, s'il y avait des atteintes ou des ségrégations insecticides, notre rôle, s'il est décousu, nous devons avoir la capacité de la composer une autre fois, ce qui garantit à garder le plus haut degré de l'originalité avec le minimum de l'intervention. On utilise cela dans le minimum et dans la conservation et dans la restauration. Ils ont utilisé des microscopes, des zoom lens et nous demandons nous-mêmes comment l'ancien Égyptien avait utilisé le fabriquer, comment il les fabrique malgré il n'y avait pas cette technologie. Il y avait une grande peine. C'est une réponse. On peut pas faire ou composer une réponse à cette question parce que l'ancien Égyptien avait fait tout cela avec une grande précision et il emploie
déployer la technologie moderne concernant les microscopes et les services des analyses et des investigations et la personnification avant de commencer les opérations de la restauration, parce qu'il y avait un aspect scientifique concernant les analyses et les investigations. C'est une grande question malgré notre intérêt de ces pièces antiques, mais nous demandons bien sûr, l'ancien Égyptien avait une grande foi envers son travail accompli, parce que le roi est chez lui un dieu ou un semi-dieu là-bas. Il y avait une autre vie. Maintenant, chers téléspectateurs, vous avez un rendez-vous très important avec l'un de nos lecteurs qui va vous guider pendant les prochaines minutes parce qu'il va vous montrer un livre qu'il a lu et qu'il a choisi. Et j'espère que vous pouvez passer agréablement avec lui. هنتناول النهارده كتاب بعنوان بواكير الرواية العربية. Aujourd'hui, le livre que nous allons aborder a pour titre Les débuts du roman arabe. Il est écrit par le docteur Mohamed Abd Tawwab. L'ouvrage aborde le roman arabe en Égypte. Le livre est formé de plusieurs chapitres qui apportent un éclairage sur la forme du roman arabe et ses débuts. Ce livre est une recherche globale sur le roman arabe. L'auteur y aborde un certain nombre de sujets ayant trait au roman et comment il a été influencé par le patrimoine populaire à travers les différentes époques. Ceci depuis les traductions faites par les Arabes et la rédaction de ces traductions dans de nouvelles formes pour les exporter une autre fois. Ceci a eu lieu au début de l'époque omeyyade et a continué jusqu'au début de l'époque abbasside. Ce mouvement de traduction est clair dans les livres Kalila wa Dimna, Les Mille et une nuits et le roman arabe Sirat Antara, Dhat al-Himma, Al-Zahir Bibers, Saïf bin Zayzen et Himmat al-Balahwan. Ces romans ont été écrits par un certain nombre d'auteurs, mais nous voulons nous concentrer sur le rôle du roman en Égypte. L'auteur a voulu mettre en évidence les débuts de la Renaissance romanesque en Égypte et la production intellectuelle. Soulignant que l'Égypte et la Syrie ont connu une prospérité intellectuelle vers la moitié du XIVe siècle et à la fin de l'époque mamelouk au début du XVIe siècle. Cette période est sans précédent du point de vue de l'héritage culturel. Dans l'école de l'histoire égyptienne et syrienne, il y a l'introduction d'Ibn Khaldoun, les lettres d'Al-Maqrizi, dans lesquelles l'auteur a analysé la crise économique par laquelle est passée l'Égypte au début du IXe siècle de l'Hégire. L'auteur a abordé ces sujets d'une manière systématique, claire et parvint à quelques théories économiques. Par conséquent, il a devancé les savants de son époque en Europe. C'était une méthode analytique remarquable de cet auteur. À travers les ouvrages de cette période, nous voyons les signes du développement de l'écriture, en plus de l'histoire et les aspects quotidiens de la vie, parce qu'il y avait la renaissance architecturale et les écoles médicales dont a témoigné l'époque mamelouk. L'Orient et l'Occident avaient le même niveau de développement. Et dans ces domaines, il n'y avait pas de grande différence. Mais l'Orient et l'Occident étaient sur le même pied d'égalité. Dans le domaine de la littérature, il y avait un roman écrit par Ahmad ibn Zambal al-Ramel al-Mahali au début de l'époque ottomane. Cet auteur a rédigé des ouvrages abordant en détail l'histoire qu'il a vécue.
Les faits historiques sur lesquels il a écrit sont basés sur les guerres lancées par les Mamelouks et le sultan ottoman, a commencé par la bataille de Marjedebr en Syrie jusqu'à celle d'Embeba. Selon Ahmed ibn Zambal, la guerre s'est achevée par la défaite des Mamelouks et l'élimination du sultan. Ahmed ibn Zambal a vécu cette période avec tous ses détails. C'est pourquoi il a pu la transmettre aux autres auteurs qui ont considéré ce roman comme une référence qui a permis d'écrire d'autres romans. Cet ouvrage est considéré comme un élément influent dans la vie littéraire contemporaine. من هذا الكتاب كان العمل المؤثر في الحياة الأدبية المعاصرة. Donc, avant de vous quitter, chers téléspectateurs, nous avons une dernière citation. Il s'agit d'un box-office. Il s'agit, ou pendant le prochain segment, c'est un tout petit aperçu sur les livres les plus lus ou les plus vendus sur le marché, que ce soit égyptien ou international. Malheureusement, le temps passe très vite, mais j'espère que vous avez passé agréablement avec nous. Et bon suite de nos programmes sur l'antenne internationale. Au revoir.